Bonjour et bienvenue sur Média TV. Les relations entre clients et leurs banques ne sont pas toujours des plus faciles, des relations parfois teintées de méfiance. Des fois même on atterrit devant la justice pour régler des cas conflictuels. Comment assainir davantage cette relation et comment la rendre plus claire, mais surtout comment faire évoluer les lois pour que les choses soient plus abordables pour le commun des mortels. On en parle avec notre invité. Il s'agit d'Abdellatif Lamrani, il est avocat d'affaires et auteur d'un ouvrage sur la question. Bonjour à vous, Maître Lamrani. Bonjour Omar. Alors, c'est un plaisir de vous avoir. On vous a par téléphone. Malheureusement, on a un petit souci de communication sur le plan image, mais on va le faire par téléphone. Alors, je disais à l'instant que vous êtes auteur d'un ouvrage sur la question. On va y revenir. Mais la première question quand même que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui comment qualifier les relations entre les banques et les clients? Bon, alors aujourd'hui au Maroc, les relations entre les banques et les consommateurs des services bancaires sont des relations, si vous voulez, des relations d'adhésion, on va dire, dans le cadre de contrats d'adhésion qui ne sont pas négociés en amont par les clients de la banque pour des raisons économiques et sociologiques certaines. Les clients consomment les services bancaires aussi bien en ouvrant des comptes bancaires de diverses natures qu'en se faisant octroyer des crédits, en empruntant tout simplement, ou bien en effectuant les opérations quotidiennes de tous les jours par les moyens de paiement, puisque ces établissements de crédit, ces établissements de paiement mettent à leur disposition des moyens de paiement. Alors, comment on pourrait qualifier cette relation aujourd'hui? Eh bien, comme je vous ai dit, ce n'est pas une relation qui est égalitaire, on va dire, puisque vous avez d'un côté la banque, qui est un organisme financier quoique régulé, disposant d'un poids économique important, et vous avez de l'autre côté quand même les clients qui sont soit des particuliers, soit des entreprises. Donc, ce poids s'explique par une réglementation, une régulation de la part de la Banque centrale qui devrait faire en sorte que il y ait de plus en plus observation d'une sorte de socle juridique de protection du consommateur, puisque les banques, depuis quand même les deux dernières décennies, doivent se mettre au diapason et respecter un certain nombre de droits des clients de la banque à l'information, au désistement, etc., pour que les décisions qu'ils prennent soient prises de manière consentie et éclairée. Alors, cela dit, quels sont aujourd'hui, quand on parle justement de ce droit bancaire, comment se caractérise-t-il, mais surtout ses forces et ses faiblesses ici au Maroc? Alors, le droit bancaire au Maroc a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est un droit qui est récent. Pourquoi récent? Parce que, quoique la première loi au Maroc qui a été promulguée régissant la profession bancaire date de 1943. Donc, dans mon ouvrage, je dresse quand même un tableau historique assez complet sur l'apparition de la profession bancaire, les premières filiales des banques françaises qui se sont installées au Maroc, la création de la Banque d'État bien plus tôt en 1906, l'acte Algésiras, et la création d'une banque d'État en 1907. Donc c'est un peu ancien tout ça, donc fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais donc il reste récent. Pourquoi? Parce que les lois qui ont finalement régi définitivement le domaine
date de donc la première 43, on a début des années 50, 56 avec l'indépendance, et on a 2006 et 2014, donc la loi bancaire, la dernière mouture date de 2014 avec toutes les réformes qu'on y a introduites. Donc d'abord c'est un droit restant, ensuite c'est un droit dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que il y a beaucoup de réformes, beaucoup d'amendements à l'initiative de la Banque centrale, Banque al-Maghrib, qui est très très dynamique et prolifique, je dirais, puisque il n'y a pas une semaine, un mois qui passe sans qu'il y ait des circulaires et des directives qui sont émises par la Banque centrale, qui régissent les taux d'intérêt, qui régissent un certain nombre d'obligations et de droits par rapport à des services bancaires, qui accompagnent une nouvelle réforme bancaire, etc. Allez, mettre assez rapidement pour évoquer pas mal d'autres questions si vous voulez. On essaie d'être. Je vous laisse terminer votre idée, mais on y va de façon un peu ramassée pour pouvoir évoquer pas mal d'autres points. Je vous en prie, allez. Alors, vous parliez justement de ces différentes réformes, des réformes qui ont été entreprises, comme vous le dites, depuis pas mal de temps, dont l'objectif justement c'était quand même de placer le Maroc en tant que place financière, au-delà de ses relations avec les clients qu'on va évoquer et qu'on continuera d'évoquer. Est-ce que ces réformes ont abouti finalement à leur objectif? Oui, bon, il y a eu plusieurs réformes qui avaient comme perspective, donc dernièrement, de faire de la place de faire du Maroc une place financière et un hub, surtout un hub financier au niveau africain et au niveau de l'Afrique, de la région MENA également. Donc, par la création de la place financière de Casablanca, et par la création d'un certain nombre d'incitations et par donc l'accompagnement par un certain nombre de mesures fiscales qui ont été avancées dans le cadre de la place financière de Casablanca au niveau des exonérations pour l'installation donc de sociétés financières à destination des pays africains, dont l'activité donc est à un grand pourcentage qui vise donc l'Afrique, etc. Est-ce que ces mesures ont atteint leurs résultats? Donc ça, il faut voir sur le terrain, au niveau des réalités économiques. Le problème est qu'on a eu des crises successives dernièrement, et les crises successives ont plutôt questionné la résilience du système bancaire et financier marocain. La résilience s'est matérialisée, si vous voulez, par la continuité de l'expansion de plusieurs groupes bancaires marocains, non seulement en Afrique, mais à l'international, mais surtout en Afrique, puisque les 3-4 premiers groupes bancaires marocains ont non seulement créé des succursales ou des filiales en Afrique, mais ils ont structuré pour devenir le marché africain bancaire, pour devenir des acteurs incontournables. Alors, revenons aux relations client-banque, parce que là, on est sorti sur l'international, parce que vous avez évoqué cette réforme visant donc à faire du Maroc une place financière internationale. Alors, on a pas mal d'éléments que l'on soulève par-ci et par-là. Je fais référence notamment en ce qui concerne les dates de valeur, concernant notamment le cas de supprimer certains avantages relatifs aux consommateurs. En fait, sur toutes ces questions qui reviennent de temps en temps, où est-ce qu'on en est vraiment et comment qualifierez-vous les dispositions réglementaires les régissant? Alors, en ce qui concerne les dates de valeur, alors d'abord pour vos auditeurs, il faudrait d'abord les définir. Il faut définir ce que c'est qu'une date de valeur. Donc, la date de valeur, c'est, si vous voulez, c'est la date appliquée à une opération bancaire pour le calcul des intérêts débiteurs. D'accord? Donc, à cette date de valeur, il y a toujours une législation spécifique
en France, dans les pays européens et au Maroc. Donc ensuite, il faudrait signaler qu'au Maroc, les dates de valeur relèvent du domaine conventionnel depuis bien longtemps. Donc, à l'instar de la tarification des services bancaires, en effet, c'est aux banques de fournir des efforts par rapport à ces aspects pour capter plus de clientèle. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, la tendance est la réduction de ces délais, comme vous pouvez le constater à travers l'offre des banques aujourd'hui. Certaines d'entre elles ont adopté même l'instantanéité. Et ce sont là des éléments qui devraient tirer vers le haut toutes les banques pour permettre un alignement ou une suppression de ces dates de valeur à terme. Comme c'est le cas sous d'autres cieux, en France notamment, où le cadre juridique prévoit de supprimer ces dates de valeur. Mais dans d'autres pays, ces dates de valeur existent toujours. Donc l'essentiel, c'est que la législation prévoit une obligation d'information afin de porter à la connaissance du client tout changement par les canaux classiques ou les canaux digitaux, qu'ils soient sites internet ou applications mobiles, etc. Moi, je porte personnellement un regard libéral sur cette question des dates de valeur. Donc, j'estime qu'il faut laisser la concurrence jouer son rôle. Et maintenant, j'observe que l'on a au Maroc un secteur bancaire plus concurrentiel avec toutes les mesures prises par Banque Al-Maghrib pour stimuler cette concurrence à travers notamment la mobilité bancaire pour permettre à chaque client de changer de banque quand bon lui semble, mettre en place les moyens de paiement et les services des établissements de paiement et permettre une meilleure comparabilité et une meilleure transparence entre les différentes offres. C'est-à-dire un client pourrait comparer entre plusieurs offres bancaires de la place. Alors, une question qui revient assez souvent, que qu'ils soient particuliers ou autres, en tout cas, relèvent, c'est le coût des services bancaires qui est jugé élevé au Maroc. Qu'en dites-vous? Bon, alors, tout d'abord, si vous permettez, il faudrait commencer par prouver la cherté ou le coût élevé des services bancaires au Maroc par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire quelle approche comparative on adopte. Dans le cadre d'une approche scientifique. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'étude qui a été faite par un organisme fiable et crédible à ce propos, qui démontrerait qu'il y a cherté des services bancaires. Mais encore faut-il le rappeler, et cela c'est un élément qui doit être comptabilisé à l'actif des pouvoirs publics, et notamment de la Banque centrale. Cette dernière a mis en place des services gratuits qui portent sur des opérations usuelles, quotidiennes, le but étant de lever les barrières pour l'accès à la population aux services bancaires. Donc, à juste titre, dès 2010, il y a 16 opérations qui sont devenues gratuites, d'accord, qui commencent par l'ouverture de compte et se terminent par la clôture de compte en passant par plusieurs opérations de consultation au niveau des GAB, au niveau de la demande de domiciliation, d'attestation de compte, de consultation de solde et tout ça. Donc, en 2016, Banque Al-Maghrib a ajouté sous l'impulsion des banques privées, sous l'impulsion de Banque Al-Maghrib plutôt, les banques privées de leur propre initiative, ils ont ajouté à cette liste 6 autres opérations bancaires pour avoir aujourd'hui 22 services bancaires qui sont gratuits. Donc vous voyez, cette question de la cherté des services bancaires au Maroc, elle est donc bien relative. C'est une question donc qui est relative. Mais cela dit, l'accès au crédit aussi demeure quelque chose qui pose problème souvent, notamment à raison des conditions exigées par les banques ou établissements de crédit, notamment les hypothèques et autres. À ce niveau-là, comment évolue la situation selon votre regard? Bon, aujourd'hui, c'est un fait que les clients des banques, qu'ils soient des ménages ou des entreprises, se plaignent toujours de l'accès difficile au crédit de manière globale. Alors, pour les entreprises, je peux donner des indicateurs clés qui permettraient d'avoir une idée précise par rapport à l'accès au financement. Selon les indicateurs de Banque Al-Maghrib, sur le total des crédits accordés aux entreprises, il y a 40% accordés aux TPME, c'est-à-dire la toute petite et moyenne entreprise, ce qui constitue un indicateur très pertinent au pays de la MENA. D'autre part, si l'on se fie à une enquête menée par la Banque mondiale auprès des entreprises, l'accès au financement comme difficulté arrive seulement au 9e rang de l'ensemble des obstacles bloquant le développement et l'installation des entreprises. Donc les autres obstacles les plus bloquants
arrive en premier lieu chez nous, malheureusement, la corruption, la fiscalité, le manque de transparence, le manque de foncier, l'administration. Donc l'accès au financement est vraiment relégué, si vous voulez, au dernier plan dans cette liste de la Banque mondiale. Toujours selon la Banque mondiale, si vous permettez, ça c'est important. C'est rapidement. Dans une étude qui a été menée sur le collatéral, c'est-à-dire les garanties demandées par les banques, elle a conclu que de 2013 à 2019, il y a une grande évolution en termes de proportionnalité du collatéral, puisqu'il est passé de 169% en 2013 à 69% en 2020. Donc, alors, si l'on parle des particuliers, j'ai envie juste de dire qu'il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place par l'État, comme Fogarine, Fogalog, Tom Wilcom, etc., qui facilitent l'accès au financement selon l'étude des cas et le profil des risques de crédit que présente le particulier, bien entendu. Alors, il nous reste à peine 1 minute pour vous poser une question intéressante qui revient souvent, c'est par rapport à la clôture des comptes. À ce niveau, Banque El Maghrib a récemment pris une nouvelle directive sur la clôture des comptes bancaires. Comment jugez-vous cette nouvelle directive et est-ce que vous pouvez l'expliquer très rapidement? Il nous reste à peine 1 minute, maître. Bon, il faut dire que la directive de Banque El Maghrib relative à la clôture de compte, il faut partir d'abord d'un constat qui était partagé par tous les usagers de la banque et qui était observé par la Banque centrale. Donc, une grande partie des réclamations concernait cette situation de clôture de compte. D'accord? Donc, soit les banques clôturaient les comptes, puis le client découvre après coup qu'il y a un compte qui a été clôturé et il y a des chèques qui tombaient toujours, des virements qui s'opéraient et tout ça. Donc, c'est dans ce sens que Banque El Maghrib, depuis 2014, a essayé d'apporter un amendement au Code de commerce, car ce dernier, il prévoyait limitativement les cas de clôture de compte, et la banque ne pouvait pas procéder à cette clôture d'elle-même. Donc, le législateur a introduit un amendement au titre duquel le compte doit être clôturé automatiquement après 12 mois à partir de la dernière opération au crédit de compte, et après une demande de vérification au client s'il répond qu'il souhaite le garder. Donc, il garde le compte. S'il l'alimente, la banque s'exécute. S'il répond négativement, la banque clôture. Dans cette directive, la dernière, elle a l'avantage de présenter de manière claire le processus de clôture du compte, ainsi que les obligations et droits qui incombent à la banque et aux clients pendant cette procédure en termes de délai, d'information. Je pense que en tout cas, le message est passé. On voit qu'il reste énormément de choses. C'est un sujet passionnant qui touche le quotidien. En tout cas, ceux qui sont davantage intéressés par rapport à ce sujet peuvent en tout cas voir au niveau de leur banque. Mais aussi, je rappelle que vous venez de publier un livre sur la question, donc sur le droit bancaire au Maroc. Un livre donc que vous venez de publier récemment qui porte sur la question. Merci à vous, Maître Abdellatif Lamrani. Je rappelle que vous êtes donc avocat d'affaires. Vous nous parliez sur les améliorations sur le système bancaire, mais aussi sur le droit bancaire au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous aussi et merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.